L'année 2005. Une année particulière pour moi parce que j'ai plusieurs fois vu en NBA la domination des intérieurs. Et là, pour une fois, on a affaire à une équipe qui change de style, à une équipe qui est même une rupture en NBA. Et pour moi, elle l'a prouvé au travers d'une série de playoffs particulière sur un duel entre Dirk Nowitzki et Steve Nash. Je parle bien de la série Suns Mavericks 2005, demi-finale de la conférence Ouest entre deux grosses équipes. Vous vous souvenez, les gars, de cette année déjà 2005? Moi, mes souvenirs, c'est déjà la saison régulière avec Phoenix qui fait une très grosse. Ils arrachent tout. Ils finissent devant les Spurs. Qui finira champion à l'issue de la saison. Ils finissent premier NBA devant les Spurs et devant les Heat qui étaient à l'époque les deux équipes qui marchaient un peu. Pistons surtout. Les Heat finissent devant les Pistons sur la saison régulière. Yes, c'est vrai. Les Heat, il y avait O'Neal qui avait fait son gros transfert ou autre, donc c'était les deux équipes qui étaient le plus regardées. Et au final, les Suns surprennent tout le monde et finissent la saison à plus de 60 victoires, il me semble. 62 victoires et 20 défaites. Ils surprennent. Je suis d'accord avec toi, ils surprennent pas uniquement par leur nombre de victoires, qui est énorme, mais surtout, en fait, c'est que la saison précédente, ils sont à 29 victoires. Négatif. Ils sont négatifs, mais total négatif. Ils passent de un bilan de 29 victoires, 53 défaites, à un bilan de 62 victoires et 20 défaites. Et ce qui symbolise ce changement-là, il y a Steve Nash. L'arrivée de Steve Nash. Il y a aussi Mike D'Antoni qui était là la saison précédente sur la fin, mais qui commençait à mettre un peu en place le jeu rapide. Mais il lui manquait, on va dire, Steve Nash. Et en tout cas, il mettait déjà ça en place. Et aussi, on découvre le duo Steve Nash. Alors Steve Nash arrive un contrat à 65 millions de dollars sur 5 ans. Hein, ça vous semble lointain par rapport aux chiffres qu'on a aujourd'hui pour les joueurs médiocres qui sont signés à des chiffres colossaux. Et Steve Nash, en effet, va totalement transformer la franchise. C'est pas les mêmes salaires. Après, c'est vrai, mais j'abuse, mais je suis quand même la vérité. Il y a certains joueurs dont j'ai pas envie de mentionner. Stoud arrive dans sa 3e saison aussi, donc il rentre dans l'année où il doit confirmer. Il a déjà confirmé. Oui, il a fait une bonne année rookie, une super année sophomore, et là, c'est l'année où il doit exploser. Il doit tout arracher, en fait. C'est la 3e année, et il explose. Vous avez les stats de sa 3e année à Stoud? J'ai les stats en playoff. Sur certains matchs qui sont incroyables, surtout les deux premiers. Les 7 sur cette saison. La saison régulière, je suis pas saison régulière, il est à 26 points, 8,9 rebonds sous des Maillard. Merci Rafik, notre statisticien. C'est son métier en plus. Ça. Concernant les Mavs, en fait, moi je parle de Mavs parce que il y a aussi le mercato d'été. Donc, très gros, la partie free agent 2004, avec le transfert de Jason Terry qui quitte Atlanta pour les Mavs. Ouais. Et bien entendu l'arrivée de Derek Dampier pour le poste 5 à la place de Sean Bradley, si vous vous souvenez bien de ce personnage longiligne, même très souvent dominé par Shaquille O'Neal. Ouais. On se souvient aussi pour des posters dunk. Sean Bradley est sur le banc encore. Hein? Sean Bradley est sur le banc. Oui, toujours. Il est toujours là. Toujours, j'ai fait exprès de mentionner son nom. Le Yao Ming blanc. Oui, ouais. Beaucoup moins talentueux quand même. Une grosse saison de Phoenix, mais aussi Dallas fait une grosse saison avec 58 victoires, soit 4 victoires de moins. Tout à fait. J'ai vu qu'ils avaient 6 joueurs à plus de 10 points sur la saison. Ah, chapeau. Nowitzki, Von Horn, qui ne sera pas là pendant les playoffs. Yes. Michael Finley, Josh Howard, Jerry Stackhouse, Jason Terry et juste derrière, t'as Dampier et Marquis Daniels à plus de 9 points, entre 9 et 10 points. Ça veut dire limite, il y a 8 joueurs à 10 points ou plus, quoi. Donc ça score. On a affaire à deux équipes qui scorent. Alors au premier tour des playoffs, ils affrontent les Rockets. Ça a été très difficile. Les Rockets aussi, qui avaient fait un gros été, je crois, avec le transfert de Tracy McGrady. Le duo Yao Ming, qui se sont inclinés encore une fois au premier tour. Qui nous a laissé sur notre fin, mais bon, en fait, c'était vraiment les individualités là, face au jeu d'équipe. Au jeu d'équipe des Mavs, sous domination de Dirk Nowitzki, bien entendu. Bien sûr. Et les Suns qui écrasent les Grizzlies de Mister Pogazol, 4-0, bien entendu. Exterminé. Rapidement. Très rapidement, c'était écrit. Ça allait trop vite. En effet. Et de toute manière, pour le Game 1, je pense aussi que c'est à peu près le cas. On va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Moi, j'ai le score, bien entendu, 127-102 pour les Suns. Donc, déjà, premier carton, j'ai des scores quand même incroyables, quand même. Donc, déjà 22-29. À l'époque, faut quand même le dire. On est dans une NBA pour nos plus jeunes où les gros scores ne sont pas mis en évidence. Parce ça arrive pas souvent. On est sur un jeu là, on n'est pas sur le jeu rapide qu'on voit aujourd'hui. On n'est pas sur un jeu rapide, en effet. Et le premier carton, on est à 22-29. Le deuxième carton, donc c'est 25-34. Et le troisième carton, 26-36 pour les Suns. Donc ils gagnent tous les cartons. Les derniers cartons, blowout, 29-28 pour les Mavs, mais en soi le score sans appel. Il y a un Amar'e Stoudemire qui... C'est un duel en fait entre
entre deux grosses forces offensives de la ligue. Offensive, yes. T'as Phoenix qui est ouais. Non, Dallas c'est pas mal, hein, Dallas. Hein. Même les Suns, ils sont milieu de tableau. Et c'est la meilleure équipe au rebond à l'année. Hein. C'est la meilleure équipe au rebond. Mais leurs deux stars ne sont pas des grands défenseurs. En double-double, Marianne. Bien sûr. Leurs deux stars ne sont pas des grands défenseurs. Phoenix est la première équipe au offensive rating et Dallas c'est la 4e équipe au offensive rating. Donc là vraiment, ça va scorer. Et aussi dans le game 1 on a Stoudemire qui fait un énorme chantier. T'as les chiffres un énorme chantier. Moi, j'ai 40 points pour Stoudemire. 40 points, 16 rebonds. 40 points, 16 rebonds. 13 sur 21 au shoot. 13 sur 21 au shoot, 14 sur 17 au lancer franc. En fait, il a démoli le secteur intérieur. 16 rebonds, hein. 16 rebonds, il faut le dire. Hein. Il y a aussi Joe Johnson qui était dans sa 3e année NBA. 25 points. 25 points, 4 rebonds, 4 passes, 4 interceptions. Donc bonjour la contre-attaque. Et Sean Marion qui fait 23 points en rebond. En fait, le duo Stoudemire Marion a mis 63 points et pris 27 rebonds. C'est ça. Et Nash qui fait un match tranquille. 11 points, 13 passes. Il se réveille après Nash. On est sur un rythme tranquille. Il a pas besoin de faire un gros match. La première partie de ces playoffs, c'est vraiment Stoudemire qui est impressionnant et après c'est Nash qui prend le relais. Les Mavs qui ratent leur premier match. 16 ballons perdus, donc défaite, on va dire logique, malgré les 28 points de Dirk Nowitzki. Ouais. Alors le game 2 qui est beaucoup plus serré. C'est celui-là le tournant de la série. C'est pas le seul. En tout cas, les Mavs le gagnent, hein, 106 à 108 sur le terrain de Phoenix. Ouais. Ok. Et là, on a affaire à Michael Finley qui va dire, selon moi, qui était très décevant au cours de cette série. Je sais pas pour vous. C'est son seul match. C'est le seul match où il a été performant à 31 points. Je l'adorais, ce joueur. Shoot et 5 sur Moi 6 à 3 points. Mais il est absent après. 5 sur 6 à 3 points, messieurs. Hein, on se rappelle au temps de cette NBA marqué à 3 points, autant c'était assez rare, hein, faut le dire. Et là, le 5 sur 6 à 3 points pour 6 rebonds et 5 passes décisives de Mike Finley, qui est l'homme du match de cette rencontre. Hein, on peut le dire. Hein. Il y a un autre tournant qui était un des joueurs des plus élégants de sa génération. La blessure de Joe Johnson, bien sûr. Un tournant dans cette série. Il va au lay-up et t'as Jerry Stackhouse qui essaie de le contrer. Hein. Il le pousse. Mais il dira après le match que vraiment c'était pas intentionnel, que voilà, c'est un match de play-off. Il a voulu contrer. Et bon, voilà, c'est regrettable. Bon, Joe Johnson heurte le sol. Enfin, son visage heurte le sol et c'est une fracture de l'arcade. C'est ça. Je crois. Et il revient il revient dans le match après avec un dépassement, mais après il est pris par des maux de tête. Il ne peut plus jouer. C'est compliqué. Il est sonné. Moi pour ça, juste des joueurs bonus à mentionner au travers de cette rencontre. Quand t'as Richardson qui fait des beaux. Au-delà de ça, c'est d'abord Eric Dampier au niveau de la victoire. 15 points, 7 sur 8 au shoot et 12 rebonds. Faut quand même le dire, hein, parce qu'Eric Dampier, on l'attend pas. Notamment, on a parlé des perfs. Surtout qu'en face, il y a un monstre, Stoudemire. Ah, mais c'est pas en défense. Ouais, c'est pour ça. Pas en défense. Stoudemire n'est pas un bon défenseur, au-delà d'un bon bloqueur, quand même. Mais c'était un combat de. Il doit remercier un peu Marion, un peu dans tout ça, parce que Marion fait le travail défensif et ça libère Stoudemire offensivement. Même si Stoudemire n'était pas un très grand défenseur, c'était quand même une source d'intimidation par son. Ça reste un gros contreur. Ça reste un gros Kevin Love à l'intérieur. En second rideau. Un bon contreur en second rideau. Pas en second rideau, c'est un très bon contreur. Tout à fait. En un contre un, c'est très compliqué, mais en second rideau, parfaitement. Comme un libéraux, on leur fait un coucou d'ailleurs. Dans la série, il y a beaucoup de contres en second rideau où il fait il compte, mais en fait il y a panier quand même parce que la balle est dans la phase descendante et il y a plusieurs fois ça. Le cauchemar des joueurs d'NBA Live. Mais illégal. Exact. Mais t'as un Dirk Nowitzki qui fait aussi un très bon match de basket. 23 points, 8 sur 18 au shoot, 6 sur 9 au lancer franc et 12 rebonds. A-t-on besoin de le souligner quand on dit Dirk Nowitzki il faut quand même le mentionner parce qu'à la suite de cette série, ça devient un peu plus compliqué. Et aussi là, t'as Phoenix qui ne réussit pas son match à 3 points. Cette fois-ci, ils sont à 7 sur 18, alors que le premier match, ils étaient à 12 sur 22. Donc, quand la réussite est moins là, 7 sur 18, ça va, c'est pas dégueulasse, mais quand elle est pas là, la réussite, ça devient plus difficile. Mais elle est caractérisée par Steve Nash, qui a 0 sur 5 à 3 points. Et c'est le gros point faible des équipes coachées par Mike D'Antoni, c'est que quand ça rentre, alors ils sont inarrêtables. Mais quand ça ne rentre pas, c'est très compliqué. Fini. Alors ça a posé problème dans sa carrière avec n'importe quelle équipe qu'il a coaché, c'était un des gros problèmes. Surtout pour la défense. Surtout pour la défense aussi. Oui. Alors Phoenix qui piquait dans son orgueil au travers de cette défaite parce qu'on l'attendait pas forcément. Moi concrètement, d'ailleurs c'est l'absence de Joe Johnson parce que je pense que la série serait allée beaucoup plus vite s'il était présent. Je sais pas si messieurs vous êtes d'accord là-dessus. Et au game 3, les Suns se reprennent sur le terrain justement des Mavs. Là, plutôt le tournant, tu as raison. Sur le tournant avec une victoire 119 à 102. 119 à 102 ce match-là. Alors ça a été quand même étriqué au cours de cette rencontre. Pourquoi ? Parce que les Mavs dominent au score au cours notamment de la première mi-temps et c'est en deuxième mi-temps où physiquement les Suns commencent à être beaucoup plus rigoureux défensivement, notamment de la part de Q. Alors donc Quinton Anderson pour dire les noms et bien entendu la domination d'Amari Stoudemire.
Il faut Encore un gros match. 37 points, 14 rebonds, 5 blocs. Mais il fait que des matchs comme ça en fait, à 35, 40, 39. Il y a que on parlera après du Game 4, mais oui. Il y a que le Game 4 où là. Mais regardez les pourcentages de shoot, les gars. 13 sur 24. Ah, il est propre. Eric Dampier, il est cuit. Non, mais en fait, athlétiquement, c'est vraiment la chose qui m'a choqué dans cette confrontation en playoff, c'est le physique, l'athlétique qu'avaient les Suns face à Dallas, qu'on semblait dépasser. En fait, même quand Dallas gagne ses matchs, on a l'impression qu'ils vont chercher des ressources dans leur physique ou autre pour pouvoir tenir tête aux Suns qui allaient beaucoup trop vite. Le rythme est trop long. Le rythme est incroyable. Ouais, mais surtout, c'est que il y a un seul joueur à Dallas, par contre, qui peut correspondre à ce rythme-là, c'est Josh Howard. Oui. Physiquement, je pense Terry aussi un peu. Oui, Terry. Mais Terry choisit ses matchs aussi. C'est un coup, il est. C'est on est en playoff, c'est difficile de dire qu'on choisit ses matchs. C'est difficile. Il est très irrégulier dans le sens où un coup il va courir, un coup il est un peu dilettant, mais c'est quand même un joueur athlétique. Mais après, tu as raison, c'est plutôt Josh Howard qui est un peu physiquement, qui arrive quand même un peu boum boum, tenir un peu plus, à tenir la dragée haute. Alors par rapport à Jet Terry, il faut quand même dire qu'il sort d'Atlanta, qui a plusieurs fois fait des années sans playoff. Là, il arrive en demi-finale face au MVP, bien entendu, Steve Nash, qu'il faut mentionner, qui a fait une saison à 15 points, 11 passes D, le plus faible au niveau du scoring de l'histoire, pour le titre MVP, mais qui, au cours de ce match même, finit avec 27 points. Oui. Et 17 assists. Et 17 passes. 17 passes D. Le début d'une série de Steve Nash. Et sur cette série, en fait, pour moi, sur cette série, il montre qu'il mérite son titre de MVP. Il joue comme un MVP. Surtout au cours du game 3. Parce qu'il y a eu un peu, il y a eu tout ce qu'il y a eu autour de son titre de MVP, comme quoi on lui a donné parce qu'il était blanc ou il faut le dire, merci Rafik, il faut le dire. Alors les Noirs sont jaloux. Après alors que il est trop fort. Il y avait aussi c'était aussi une période où Tim Duncan surnageait vraiment sur la NBA. D'ailleurs, il gagne le MVP final. Il gagne le MVP final après. C'est quand même la période des Spurs, cette période-là. Qui sont toujours présents. Duncan est l'intérieur le plus à l'ouest, ouais. C'est quand même quelque chose. Et pour ça, en fait, beaucoup de gens voulaient que ça soit Duncan, soit Kobe par rapport aux stats, mais Kobe avait fait une saison catastrophique avec les Lakers, donc il ne pouvait pas l'avoir. Et Duncan, au final, c'était justifié. 62 victoires, 20 défaites. Il a changé le visage d'une franchise qui était à 29 victoires. C'était mérité, mais les gens attendaient en fait c'est toujours en fait cette attente de se dire est-ce que après ça va suivre en playoff. Et là, justement, tu le dis avec ce match, il montre que en playoff aussi, il est. Juste préciser qu'il y a 7 ballons perdus au cours de cette rencontre. Ouais. Donc, Jason Terry, quand t'as parlé du match, bon, il a quand même assez bien défendu malgré. Juste quelques faits sur ce Game 3. C'était serré pratiquement tout le match, mais dans le quatrième quart-temps, on passe d'un 97-96 à un 112-96, un 15-0 dont Dallas ne se remettront pas. Et aussi un 1 sur 18 à 3 points pour Dallas. Le seul 3 points, c'est un 3 points de Jerry Stackhouse à 3 secondes de la fin du troisième quart-temps, alors que Phoenix, quand Phoenix retrouve l'adresse, et ça gagne en 122 à 3 points. On peut parler également d'un joueur bonus à chaque victoire qui est de Jim Jackson, bien entendu. Jim Jackson qui fait très Dallas. Oui, avec les 3 G, 3 T par rapport au Jamal Mashburn. 3 G, 3 T. On se souvient des neveux de Michael Jackson, il faut quand même leur faire un petit coucou. Et Jim Jackson qui va remplacer Joe Johnson, notamment par rapport à l'apport dans la série. Bon, certes un peu moins talentueux, mais quand même très intéressant. Il y avait beaucoup de joueurs de devoir dans cette équipe. Moi, j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup Leandro Barbosa. C'est un joueur qui a déjà fait une saison à plus de 20 points. À Dallas, il s'est embrouillé avec Keane et Mashburn parce qu'il voulait se faire voir davantage. Il voulait être le franchise player, donc c'est pas n'importe qui. Non, c'était un bon joueur. Après, il a réussi à se mettre à se mettre dans le collectif, mais quand je parlais de rôle c'est étonnant, en vrai. Les joueurs de rôle, c'était aussi tout ce qui était Quentin Richardson, Leandro Barbosa que moi j'adorais, le Brésilien le plus fort de l'histoire de la NBA peut-être avec notre ami Néné, mais Leandro Barbosa c'était un gros défenseur et justement c'est l'un des seuls dans cette équipe qui sur la défense tenait quand même la cadence. Tu trouves? Ouais, je trouve, comparé aux autres, c'était un des. Justement, il les faisait rentrer pour ça. Je le percevais plus, surtout au niveau de son niveau offensif et son premier pas. Non, il était bon aussi offensivement, il était un bon joueur, mais défensivement, il était très rapide premier pas. D'ailleurs, souvent, quand il jouait contre les Spurs, c'est lui qui prenait par cœur. Alors je voyais pas si rapide Barbosa. Non, il était rapide, c'était un joueur rapide. Pour terminer sur ce game, bien entendu, parler de Dirk Nowitzki qui a 8 sur 24 au shoot. Ça a été assez compliqué pour le game 3. Alors, on va passer au game 4, messieurs. On va de suite bifurquer. Game 4 où les Mavs se reprennent. Égalisation. Alors, il faut quand même donner un coup de chapeau. Moi, je donne un coup de chapeau à Avery Johnson, coach des Mavs, qui a remplacé Don Nelson, qui lui-même l'a placé sur le banc des Mavericks de Dallas. Alors, disciple de Popovich, il faut le dire. C'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Il a quand même pas mal appris. Oui, il a quand même pas mal appris de Pop, faut le dire quand même. Alors, moi, sur ce match
4, c'est la défense des Mavericks que je tiens quand même à saluer, notamment au premier carton où Stoudemire est quand même bien muselé. 1 sur 4 au shoot et 3 sur 4 à peine au lancer franc. Dampier fait un très bon match défensivement. En fait, tout à fait. L'objectif dans ce Game 4, il fallait empêcher Stoudemire de marquer à l'intérieur. J'ai une statistique où sur ces 83 points ou 80 points ou 83 points ou 87 points sur les 3 premiers matchs, il en a mis plus de 70, soit en layup, soit en dunk, ou soit en lancer franc. Donc il fallait l'empêcher de rentrer dans la raquette. Et Dampier le fait très bien. Il l'empêchait de s'approcher même au niveau des rebonds, il me semble que Sean Marion prend plus de rebonds que. Oui, mais ça c'est connu. Hein. Même sur l'ensemble des carrières. Mais sur la série, Stoudemire impressionné sur ce côté 40 points, 15 rebonds, 12 rebonds. Voilà, il fait 15 points. Parce que là, il fait 15 points 11 rebonds. Il est beaucoup moins dominant. Rebonds, messieurs. 5. Moi j'ai 5. Ouais, c'est ça. Moi j'ai 5 rebonds. J'ai 5 sur des 4 ballons perdus. Sean en prend 12 ou 13, un truc comme ça. C'est ça, il en prend 12. En effet. Maintenant, Sean Marion, sur l'ensemble de la carrière, est plus fort au rebond que c'est là que ce match-là a réveillé. A réveillé Nash. Alors, on peut parler de Nash, parce qu'il finit avec 48 points. Moi, j'ai des actions. Moi, c'est celui-là plutôt où j'aurais dit Son troisième carton, il est incroyable. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'en fait, les Mavs ont quand même bien bloqué le jeu offensif des Suns, où ils prennent de la vitesse. Donc, Nash a plusieurs fois été dans la situation où il devait enfin créer son shoot. Oui. Et là-dessus, Steve Nash nous a tous impressionnés, parce qu'il finit avec à 20 sur 28 au shoot. L'objectif de Dallas, c'était de isoler Nash de son équipe. Il pouvait pas ressortir sur Richardson ou Jackson ou Marion à 3 points parce qu'ils étaient bien muselés. Stoudemire, il était très bien muselé par Dampier. Tout à fait. Et donc là, il fallait prendre des choses en main. Et là, il a vraiment fait, il aura fait la totale layup, shoot midi-distance, shoot 3 points. En fait, c'était incroyable. Il a sorti toute sa palette offensive. Justement, quand tu disais tout à l'heure qu'il avait mérité son titre de MVP sur le match d'avant, qu'il avait montré, enfin, du moins qu'il le méritait. Moi, c'est plus ce match-là où, du coup, où je le vois vraiment faire des choses que je n'ai pas vu faire. Alors, sur sa carrière globale, sur un aspect global de cette rencontre, il faut quand même mentionner qu'il a quand même perdu 9 ballons quand même. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Mais c'est vrai que à contextualiser par rapport au nombre de ballons qu'il a touché. C'est à contextualiser. C'est beaucoup de 9 ballons. Il fait 20 sur 28 en plus. C'est beaucoup de 9 ballons perdus, mais il a tout le temps le ballon en fait. Et il montre des choses de sa palette qu'on n'avait pas vu. Exact. Ça, les layups, les shoots comme ça, les meneurs scoreurs. Il a montré une palette qu'on ne connaissait pas lui. Les shoots en clutch là, en fade away, en clutch là. C'est ça. Donc il finit avec 5 passes décisives. Alors moi j'ai Josh Howard qui fait un très bon match aussi, avec 29 points, 10 rebonds, dont 6 offensifs. Ça prouve la domination de Dallas au niveau physique. Ils ont quand même été tirés les oreilles à mon avis. Et on a 13 sur 21 au shoot et 10 rebonds. Dirk qui fait un 25 points, 8 rebonds, 3 passes. Et Dampier sur 5 victoires de Dallas au cours de cette série qui est quand même performant. 13 points, 11 rebonds, donc 4 offensifs. Dampier qui est un joueur qui tient à cœur pour notre ami Damas. Erika Dampier. Et Finley toujours absent. Alors pour la fin de cette série, pas besoin de le mentionner. Pour la fin de cette série, il faut quand même maintenant le match 5 qui se tourne maintenant, qui repart à Phoenix. Et Phoenix qui va l'emporter à l'arraché autour de cette rencontre, concrètement. C'est un match très serré. Le rythme était assez lent au cours de cette rencontre. Mais les Suns l'emportent 114-108 grâce à un homme bonus, encore une fois, que je vais dire, Jim Jackson. Jim Jackson finit avec 21 points, dont 15 points dans le 4e quart-temps. Très important. C'est ce qu'on appelle les cloches. Exact. Et une stat importante quand même, c'est les points in the paint. Donc les points dans la peinture, 66 points pour les Suns. Donc certes, qui ont été beaucoup mentionnés comme étant une équipe 3 points, mais qui là cette fois-ci domine les Mavs qui ne marquent que 30 points. Vos réactions par rapport à cette rencontre? Ce Game 5, match 5. Par rapport à ce Game 5, déjà sur les 123 rencontres qu'il y a eu, sur les 123 Game 5 qu'il y a eu avec un score de 2-2, la franchise qui l'emportait ce game gagnait dans 84% des cas la série. Donc c'était vraiment un match crucial. Et Dallas s'est fait totalement atomisé à l'intérieur avec je crois 56 rebonds pour Phoenix et 42 rebonds pour Dallas. Ils se sont fait atomiser. Retour de Stoudemire, enfin d'un gros match de Stoudemire parce que là 18 rebonds. Il a pris 18 rebonds et 33 ça a marché un game avec Dampier, mais là Dampier s'est refait bouffer. En fait, Dallas c'est perdu à son propre jeu. Je pense qu'à force de se concentrer sur le jeu extérieur de Phoenix et le match d'avant, d'avoir voulu isoler Nash, tout ça, ils se sont perdus à ce propre jeu, parce que Nash au final commençait à scorer et les autres autour ont arrêté de shooter
et ils ont joué dans la peinture. Et Dallas n'était pas préparé à ça. Tu parles de Nash, même ce match-là, on peut également le mentionner MVP, 34 points, 34 13 sur points. 26 shoot shoot, 13 rebonds, 12 assists, triple-double. Triple-double, 13 rebonds Ça, et 12 c'est ce qui a passes. changé avec le Et début de Steve Nash a concrètement montré encore une fois une image comme quoi je peux porter mon équipe pour qu'elle puisse gagner. Et de manière, cette série-là est vraiment pour lui, on peut le dire. Alors Dallas fait quand même un bon match. Ça lâche quand même un bon match, notamment Jerry Stackhouse. 29 points. De toute manière, c'est un scoreur. Hein. On le sait, Jerry Stackhouse là-dessus. Hein, il a plusieurs fois dit de sa propre bouche. 11 sur 21, 29 points. Mi-distance très propre. Tout à fait, à 3 sur 6 à 3 points. Hein. Josh Howard également qui continue sa montée en dragée au travers de cette série avec 4 interceptions, faut le dire, 19 points et dire bon. Et Dirk qui suit également ses chiffres, mais il faut quand même le dire, Sean Marion fait quand même un gros travail sur lui. Il fait quand même un très très gros travail. Alors le match 6, hein, donc là cette fois-ci on retourne à Dallas, on retourne à Dallas. Ce match-là. 4 Tu vas en points. prolongation? Ouais, il va jusqu'aux prolongations. Et là, concrètement, on a encore une fois un Steve Nash qui est 39 points. qui est. Je le perds les mots. Il a été surprenant sur cette série, hein, d'ailleurs. Je pense que c'est l'apogée de ce qu'il a pu faire dans sa carrière, c'est cette série-là, où en fait, il montre vraiment tout ce qu'il sait faire. Il fait des passes, il rentre dans la raquette, il shoot à 3 points, il fait jouer les autres. Et au moment où ils sont dans le faible, c'est lui qui porte son équipe et les responsabilités. Il montre que c'est le leader. On voit plusieurs séquences où il est allongé sur le banc. Il s'allonge toujours par terre. Ouais, je crois que c'est pour le dos. Le dos. Et à chaque fois qu'il est sur le banc, Dallas reprend soit creuse l'avantage ou soit reprend de son déficit, et à chaque fois t'as Mike D'Antoni qui se presse à le faire rentrer parce qu'il est vraiment trop important dans la série. Alors ce match-là, il y a juste un petit point par contre où je me permets de poser une objection parce qu'en fait les Suns sont dominés au score au cours de cette rencontre. Premier et deuxième quart-temps, c'est les Mavs qui sont quand même devant, et c'est entre le troisième et le quatrième quart-temps où il y a une reprise de Sean Marion qui fait un très très gros match à 38 points, 4 sur 7 à 3 points de Sean Marion. Vous vous souvenez, c'est son fameux jeté de balle, j'appelle ça. Jeté de balle, justement. On l'appelle The Matrix, son surnom The Matrix pour lui rendre hommage. 16 rebonds, 2 assists et 38 points, bien entendu. Sean Marion et Jim Jackson, encore une fois, qui font un très très gros match. Alors, t'as Stud qui a 6 fautes, qui n'est pas vraiment performant au cours de cette rencontre. Il me semble qu'il met un shoot dans le corner, Sean Marion, qui est super important. Comme Jim Jackson. Ouais, et c'est là où Dallas reprend le temps mort. Et après, il fait rentrer Steve Nash. Donc, juste sur ce game-là, en effet. Je parlais sur l'ensemble de la série. Oui, tout à fait. De la série. Tout à fait. Quand Steve Nash n'est pas sur le terrain, c'est quand même plus compliqué pour Phoenix. Mais de toute façon, sur la série, Phoenix n'avait pas de profondeur de banc. Il y avait que Barbosa qui avait quelques minutes. Et McCarthy. Dallas, et McCarthy ou Hunter qui prenait quelques. Steven Hunter. Mais même Dallas avait quand même Marquis Daniels qui est pas mal sur la série de Marquis Daniels. Il est pas mal. Il fait plusieurs matchs à plus de 10 points. Ils auraient pu faire plus confiance. Oui, honnêtement, ils auraient dû. En tout cas, à la place de Finlay. En tout cas, il avait l'air d'être plus concerné que Finlay. Finlay était indéboulonnable à l'époque dans cette équipe. C'est ça. Et puis, il faut le dire en playoff. Comment on appelle ça, les gestions d'équipe sont beaucoup plus resserrées. Il y a moins de rotation. C'est compliqué de le sortir. Tu te dis, c'est le genre de joueur qui peut toujours te mettre un shoot et après te sortir de la galère, ou qui peut être super décisif au moment où on va pas l'attendre. C'est ça le problème avec Finlay. Et si tu le mets pas, tu vas te poser toujours la question de qu'est-ce qui va se passer si je l'avais mis, en fait. En parlant du shoot, justement, il faut parler du shoot de Steve Nash. Au buzzer, il légalise pour les Suns, et il y a la colère de Dirk Nowitzki sur Jet Terry, parce que Jet Terry défend très 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 mal. Il défend vraiment mal, c'est très compliqué. Et Dirk Nowitzki pète les plombs sur le banc. Il y a des images où même il y a Mark Cuban, qu'il faut quand même mentionner, là, le propriétaire des Mavs qui est dans tous les sens, qui est vraiment frustré. Et au travers des prolongations, concrètement, Dirk rate beaucoup de shoots. Concrètement, il est encore en colère. Les commentateurs américains mentionnent qu'émotionnellement, Dirk n'est pas bien concentré au travers de cette prolongation. Et t'as Steve Nash et Sean Marion qui sont tout simplement excellents au travers de cette série. Ravi, tu voulais dire quelque chose, je crois. Yes, c'était par rapport à Dirk. Dans cette série, j'ai vu un autre visage de Dirk. En fait, je savais pas que Dirk pouvait être pouvait rentrer dans un coéquipier comme ça. Ouais. Vraiment, j'ai une image où au bout d'un moment, il regarde Dampierre avec un regard en mode réveille-toi, tu fais quoi? Et vraiment, il faisait peur son regard. C'est la première fois que je voyais Dirk faire ça. Il était pas je croyais que Dirk était totalement gentil, mais en fait, quand faut lâcher un regard, un petit Scarface, il le fait. C'est des compétiteurs, les mecs. C'est des compétiteurs, et concrètement, donc les Suns l'emportent 130-126. Un mot majeur que vous avez par rapport à cette série, par rapport à ce que vous avez pu voir?
belle série qui aura été, je pense, décisive aussi pour les suites des playoffs des Suns qui ont laissé beaucoup de force. Absolument. Et qui, après, contre les Spurs, n'ont pas pu gérer la cadence. Mais en tout cas, ça a été peut-être la série la plus marquante de cette année en playoff. Pour moi, Steve Nash a vraiment montré qu'il était le MVP de la saison, et aussi on a pu se rendre compte de vraiment la force du pick and roll qui pouvait déstabiliser toute une défense si elle n'était pas coordonnée. Et les Jim Jackson, les Richardson, les Marines se sont régalés. Moi, juste un point, Steve Nash. J'ai pas beaucoup aimé son titre d'MVP. Je faisais partie des gens qui le critiquaient, pas pour sa couleur de peau, faut quand même le dire. Moi aussi, c'est mais juste c'est vrai que fan de Kobe, pas objectif du tout. C'est vrai, mais bon, en tout cas, par rapport, il a justifié en effet son titre d'MVP, montré justement qu'il avait les coronets, qu'il avait posé sur la table. Et faut dire bravo Steve Nash aux Suns.